Il existe des régions de France où certaines routes finissent par marquer plus que le simple passage des voitures, plus que les départs en vacances, plus que les retours de soirée ou les trajets ordinaires d'une vie normale. Parce qu'avec le temps, ces routes se chargent d'histoire, de silence, de disparition aussi et de familles qui attendent encore qu'une vérité remonte enfin à la surface. En Bourgogne, par exemple, entre les berges de la Saône, les nationales qui longent les villes, les sorties d'autoroute et les petits bars de province où l'on entre parfois sans imaginer que l'on vient de franchir un point de non-retour, plusieurs jeunes femmes ont disparu ou ont été retrouvées mortes dans des circonstances qui, des décennies plus tard, continuent de hanter les enquêteurs. Dans cette vidéo, nous allons aborder 2 histoires. Dans la première, il y a 2 cousines belges de 22 ans, Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, parties sur les routes avec leur sac à dos, une pancarte écrite à la main avant de disparaître. Dans la seconde, il y a Virginie Bluzet, 21 ans, une jeune femme de Beaune, souriante, entourée d'une famille nombreuse, qui sort un soir d'hiver, comme beaucoup de jeunes de son âge, mais elle va faire une mauvaise rencontre. Ces affaires ne sont pas identiques. Elles ne racontent pas la même soirée, elles ne suivent pas les mêmes témoins, ni les mêmes suspects d'ailleurs, mais elles se rejoignent dans ce décor, presque invisible au départ, la Bourgogne, la Cisse, la Saône, les années sans caméra partout, sans téléphone portable, sans traces numériques, et cette époque où une personne pouvait encore disparaître entre 2 témoignages, en laissant derrière elle seulement quelques mots, quelques objets, et des familles condamnées à refaire le trajet, encore et encore. Françoise et Marie-Agnès disparues sur la route des vacances. Commençons par la double disparition de Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier donc, ou la chronique d'un voyage qui vire au cauchemar. Nées toutes les 2 en 1962 dans la région de Liège, en Belgique, Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier sont cousines germaines, mais grandissent comme des sœurs. Françoise vit à Trouze, dans la vallée de la Vesdre, avec ses parents, Michel et Angèle. Après ses études, elle obtient un diplôme de kinésithérapeute et travaille depuis 1 an, en tout cas au moment de sa disparition, dans un cabinet où elle accompagne des personnes âgées et des sportifs. Ses proches la décrivent comme quelqu'un de déterminé, une personne généreuse, sportive. Marie-Agnès, elle, grandit à Verbromont, un petit village verdoyant des Ardennes belges. Elle est la cadette d'une fratrie et poursuit de son côté une maîtrise de droit à l'université de Liège. Elle rêve de devenir avocate et d'œuvrer pour la justice sociale. Elle aime la lecture, la montagne et les débats interminables qui animent les soirées étudiantes. Les 2 cousines se retrouvent souvent pour des randonnées, c'est leur passion commune, et des week-ends camping dans les Ardennes ou en Écosse. Leur entourage insiste sur leur complémentarité et leur entente. Françoise, c'est la plus pragmatique et protectrice des 2, tandis que Marie-Agnès est plus rêveuse, plus curieuse. Elle partage cependant ce sens profond de la solidarité et du voyage. Leur famille les encourage à découvrir le monde, tout en gardant un contact régulier. Oui, d'accord, allez-y, découvrez ce que vous avez envie de découvrir, partez, voyagez, mais il faut vraiment qu'on reste en contact, c'est important d'avoir de vos nouvelles. Dans les années 80, petit rappel quand même, le téléphone portable n'existe pas encore. Les appels se font depuis des cabines publiques, des cabines téléphoniques ou des cafés. Les 2 cousines promettent donc à leurs parents de téléphoner tous les 2 jours pour les rassurer. Vous avez compris, elles se préparent à un voyage. À 22 ans, les jeunes femmes ont déjà goûté à l'autostop. Ça se faisait beaucoup à l'époque, ça se fait beaucoup moins aujourd'hui et on sait pourquoi. Marie-Agnès a déjà utilisé cette méthode pour regagner l'université quand elle n'avait pas de train. Et Françoise, de son côté, a sillonné l'Écosse pendant plusieurs semaines de cette façon. Elles apprécient la liberté, l'imprévu et le lien humain que procure
cette pratique. En cette fin d'été 1984, elles ont 2 semaines de vacances et décident d'aller prendre l'air des montagnes françaises. C'est vraiment un rêve qu'elles ont depuis quelques années maintenant. Le projet est assez simple, rejoindre Annecy pour y faire de la randonnée et de la planche à voile toutes les deux. Elles ont prévu un budget de 400 francs français, de l'argent qu'elles vont retirer dès leur arrivée à Mâcon. Pour ceux qui ne situent pas Mâcon, on est entre Paris et Lyon. C'est généralement sur cette autoroute A6 quand vous descendez dans le sud de la France. Leur idée est la suivante, dormir chez l'habitant ou sous la tente et profiter de l'hospitalité locale. Leurs 2 chevaux qui, alors qu'elles utilisent d'habitude, qui appartient plutôt à Françoise, est resté en Belgique, puisque encore une fois, elle préfère le stop, plus économique et plus aventureux. Le début du voyage se passe comme ceci. Nous sommes le 20 août 1984. Françoise et Marie-Agnès prennent donc le train de Liège vers la France. Un contretemps manque de les faire rater le départ. En fait, l'une d'elles ne retrouve pas immédiatement sa carte d'identité. C'est un petit peu dommage pour voyager. Finalement, elles embarquent. Elles rigolent plus ou moins de cette frayeur et commencent à penser, à se projeter sur leur voyage qui les attend. Une fois arrivées à Mâcon, les 2 jeunes femmes vont faire du stop. C'est ce qui est prévu depuis le début. Elles font du stop pour rejoindre le village de Marcilly-la-Geurs dans le Charolais, où elles doivent loger chez un couple de viticulteurs. Un couple qu'elles ont rencontré lors des vendanges précédentes. Le couple qui habite une grande maison entourée de vignes les accueille comme des amis de toujours. C'est vrai qu'ils ont une bonne relation et c'était prévu qu'elles aillent chez eux pendant 2 jours. Pendant ces 2 jours, elles vont passer du temps avec eux et surtout elles vont flâner dans les vignes et se reposer avant de prendre la route. On va faire une petite parenthèse à ce moment de l'histoire puisque quand elles arrivent chez le couple, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Leur plan a quelque peu changé. Et pourquoi ce plan a changé ? En tout cas, la destination a changé. Parce que lorsqu'elles ont fait du stop pour arriver chez ce couple, elles sont tout d'abord montées dans une voiture, la voiture d'un automobiliste, un automobiliste dont l'identité n'a jamais été dévoilée. Cet automobiliste les a déposées à mi-chemin. Après ça, elles vont faire la connaissance d'un homme qui s'appelle Roger B. C'est un chauffeur routier originaire de Savoie. L'homme circule en camion, les prend donc en stop pour les emmener chez ce fameux couple. Il engage forcément la conversation, il se montre plutôt chaleureux et lui vante les mérites du lac du Bourget près d'Aix-les-Bains parce que selon lui, ce lac est beaucoup plus sauvage, moins touristique que le lac d'Annecy, avec ses eaux bleutées et des plages secrètes aussi. Il raconte qu'il pourrait les emmener en balade en jeep dans la montagne, s'il est de repos, parce que lui, il est du coin, et il leur donne un numéro de téléphone en leur expliquant qu'elles pourront l'appeler sans problème lorsqu'elles seront prêtes. Les 2 jeunes femmes, séduites par cette proposition et par l'idée de découvrir un endroit beaucoup moins fréquenté, décident, à ce moment-là, de modifier déjà leur itinéraire. Leur destination ne sera plus Annecy, comme c'était prévu, mais Aix-les-Bains. Le mercredi 22 août, donc, après 2 jours passés chez leurs hôtes, chez le couple, les cousines se préparent à repartir. Le couple d'amis va les emmener à Mâcon, donc retour à Mâcon, pour prendre un verre au bar Le Sporting. C'est un café qui donne sur l'esplanade Lamartine, pour ceux qui connaissent le coin. À partir de là, ils discutent du trajet, on parle du lac d'Annecy, du lac du Bourget. Le fils du couple, qui est âgé d'une dizaine d'années, lui, est présent avec eux. J'en ai pas parlé parce qu'à ce moment-là, il n'était pas forcément important. Il s'amuse avec les sacs des 2 filles. Avant de partir, le père va sortir son appareil photo et capture cet instant où on voit les 2 jeunes femmes debout sur le trottoir avec leur pancarte, qui n'est plus Annecy, mais la pancarte Aix-les-Bains. Cette photo, ce cliché, est aujourd'hui reproduit sur toutes les affiches de recherche, puisqu'il deviendra l'une des images emblématiques de ce qu'on appelle aujourd'hui les disparus de l'A6. Vers 19h, après les derniers au revoir, les derniers bisous et les mises en garde aussi, les amis reprennent la route. Françoise et Marie-Agnès
sont à Mâcon, elles vont traverser le pont Saint-Laurent, elles vont passer devant un restaurant et se placer donc sur le bord de la route, la nationale 1079, pour tenter leur chance et faire du stop. Le trafic à ce moment-là est assez dense, les voitures filent vers l'autoroute A6, qui est encore une fois une autoroute très fréquentée. Les voitures, pour la plupart, ne s'arrêtent pas. La nuit commence à tomber. Les jeunes femmes décident de se rapprocher du poste de gendarmerie. Il y a un petit square qui se situe là, tout près du pont. Sans doute, elles prennent leur repas à ce moment-là et essaient de dormir parce qu'elles se rendent compte qu'il commence à se faire tard, malgré le bruit, évidemment, des véhicules qui passent, puisque c'est important, on n'a pas énormément d'images, mais pour que vous puissiez bien comprendre, à ce moment-là, elles décident, je le répète, de faire du stop. Elles ont longé quelque peu l'autoroute. Elles se retrouvent dans ce square qui est tout proche de l'autoroute, donc forcément, il y a beaucoup de bruit et elles penchent pour passer la nuit ici. Ce qui nous emmène au lendemain, au jeudi 23 août. Nous sommes à l'aube. Françoise et Marie-Agnès rangent leurs sacs, reprennent leur stop. Il y a plusieurs habitants de Saint-Laurent-sur-Saône qui vont les apercevoir ce jeudi matin, souvent des gens qui partent au travail. Elles agitent leurs pancartes. Il y a une commerçante qui reconnaîtra, c'est important, des années plus tard, leur silhouette dans un reportage, puisque, encore une fois, c'est une disparition qui sera très médiatisée. Finalement, il y a un premier automobiliste qui va s'arrêter. Il s'agit d'un ouvrier plutôt timide, dont le véhicule est un modèle familial ancien. Il accepte de les conduire jusqu'au tunnel du Chat. C'est un long passage creusé dans la montagne qui borde le lac du Bourget. L'homme est un homme discret et cet homme va témoigner en 1993, lorsque l'enquête reprendra, en expliquant, c'est lui qui donne cette version, qu'il avait été impressionné par la disparition des autostoppeuses et avait préféré se taire de peur d'être accusé. Donc cet homme a bien pris les filles en stop, mais quand il a vu que les filles avaient disparu un peu plus tard et qu'il a vu tous les reportages qui ont été faits sur elles, il a préféré se taire de peur, encore une fois, d'être accusé, d'être à l'origine de leur disparition. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'au tunnel du Chat, les cousines descendent, reprennent le stop. Quelques minutes plus tard, c'est un autre automobiliste qui va passer, un instituteur. Il les repère, il s'arrête, leur propose un trajet vers Bassens. C'est un village à côté de Chambéry. C'est là que lui habite. Les jeunes femmes lui expliquent qu'elles cherchent à joindre un ami, qu'elles n'ont pas de monnaie pour un appel. L'enseignant les conduit chez lui, va leur offrir un café et va les laisser utiliser son téléphone. Le geste de cet instituteur est fondamental parce que grâce à lui, on sait, c'est important, que les cousines ont effectivement composé le numéro donné par Roger B. quelques jours plus tôt. Et ça, c'est important. Depuis le domicile de l'instituteur. Cependant, cet appel est un échec puisqu'elle tombe sur une autre personne qui leur explique qu'elles ne sont pas au bon numéro, mais que quelqu'un va venir les chercher. Le numéro appartient en réalité à un petit bar de la rue d'Avat à Aix-les-Bains. Est-ce qu'elles se sont trompées elles-mêmes de numéro ou est-ce que ce numéro de téléphone a été donné par ce Roger B pour, en quelque sorte, ne pas donner son numéro à lui? À ce moment-là de l'histoire, pourquoi la personne au téléphone dit « Vous n'êtes pas au bon numéro, mais quelqu'un va venir vous chercher ». Cette phrase est quand même énigmatique à ce moment précis. Parce que juste après cet appel, il y a un homme qui arrive à Bassens dans une voiture qui est décrite comme étant banale. Il se présente comme étant l'ami de Roger B. Il va proposer aux filles de les conduire jusqu'au bar en question. Les jeunes femmes montent à bord sans se méfier. Le trajet longe le lac du Bourget, traverse Aix-les-Bains. La voiture s'arrête devant un établissement discret situé rue d'Avat, non loin des Thermes, à Aix-les-Bains. Il s'agit d'un bar peu commun. Les volets sont défraîchis. L'enseigne est plutôt vieillotte, c'est comme ça qu'elle est décrite. L'établissement dispose de quelques chambres à l'étage, louées à des voyageurs ou à des personnes en difficulté. Et là, une fois à l'intérieur, la suite nous est racontée par le gendarme Michelier qui s'est occupé de l'affaire. En fait, apparemment, les filles vont se plaindre que ce bar est, je cite, un vrai taudis. Il est environ 19h30 lorsque le gérant du bar leur annonce qu'aucune chambre n'est disponible. Un homme nommé Patrick ou Serge C, c'est pas très clair, propose alors
de les conduire chez des amis pour la nuit. Les témoins qui seront interrogés plus tard décrivent cet homme comme un habitué de la rue d'Avat, la trentaine, cheveux bruns, silhouette plutôt trapue, un regard fuyant. Il fréquente le bar en compagnie d'autres hommes et dispose d'une Jeep qu'il emprunte souvent à Roger B. Les cousines acceptent l'offre, pensent être logées chez des connaissances. Elles reprennent la route avec cet homme et un complice. 1 heure plus tard, les 2 hommes reviennent seuls au bar. Le gérant, lui, s'inquiète. Tout ce que je vous raconte, ce sont des choses qui sont avérées, qui ont été décrites dans l'enquête, notamment par les témoins et par les gendarmes. Le gérant, en tout cas, s'inquiète de voir revenir ces 2 hommes sans les 2 filles. En tout cas, ils reviennent assez vite. 1 heure plus tard, encore une fois, il pose cette question. Est-ce qu'elles ont trouvé un hébergement ? Et l'un des 2 hommes répond, donne cette phrase assez angoissante. Non, ça s'est mal passé. À partir de là, les 2 jeunes femmes ne seront plus jamais revues. Le 24 août, alors que la route continue pour beaucoup de vacanciers, nous sommes encore en pleine vacances scolaires, Françoise et Marie-Agnès n'appellent pas leur famille comme promis. Les parents ne s'inquiètent pas immédiatement. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver une cabine téléphonique, c'est ce qu'ils se disent. Mais le 1er septembre, les jeunes femmes vont rater un mariage familial important. Elles étaient prévues. Ce silence est angoissant. Le 3 septembre, les parents se rendent à la gendarmerie belge pour signaler cette double disparition. La coopération franco-belge va s'enclencher et le 6 septembre, un avis de recherche est diffusé à la radio et dans la presse. Au même moment, écoutez bien, il y a une émission radiophonique populaire à l'époque qui va donner un nouvel éclairage à cette affaire, puisque ce jour-là, un camionneur appelle en direct l'émission qui s'appelle « Les routiers sont sympas », animée par Max Meignier sur RTL. L'homme n'est autre que Roger B. Le routier qui avait pris, souvenez-vous, les autostoppeuses en stop quelques jours plus tôt. Il raconte à l'antenne qu'il a croisé les cousines sur la route de Mâcon, ça c'est vrai, qu'il leur a parlé du lac du Bourget et qu'il leur a conseillé de s'y rendre plutôt qu'à Annecy. Il affirme qu'il leur a donné son numéro de téléphone et que les jeunes femmes avaient l'air ravies de changer de destination. Cet appel, qui sera très médiatisé, sert de premier témoignage et va pousser certains auditeurs à se mobiliser. Mais il contribue, cet appel, également à focaliser l'enquête sur ce Roger B. Et son entourage d'ailleurs. Surtout que Roger B n'explique pas pour quelle raison il a préféré donner le numéro du bar plutôt que le sien. Après la diffusion de l'avis de recherche, les familles font imprimer 16 000 affiches avec la fameuse photo prise sur le pont de Mâcon. Ces photos sont placardées entre Mâcon, Aix-les-Bains, Lyon, la côte atlantique et même sur les aires d'autoroute. Au tout début de l'enquête, les gendarmes de Saône-et-Loire pensent que les cousines ne sont pas parties de Mâcon. Des battues sont organisées dans les champs de maïs, dans les forêts de la vallée et les bords de Saône. Il y a des plongeurs qui explorent la rivière, des chiens renifleurs qui parcourent les berges et des hélicoptères qui survolent la campagne. On met quand même les moyens. Les enquêteurs interrogent des centaines de riverains, des commerçants, des chauffeurs routiers évidemment, mais aucune trace n'est trouvée. 2 personnes attirent l'attention des enquêteurs au tout départ. Le couple de viticulteurs qui a hébergé les 2 jeunes femmes. Les gendarmes s'étonnent de voir qu'une terrasse en béton a été coulée peu après leur départ. Alors, sur ordre d'un juge, la dalle est cassée. On imagine l'angoisse du couple qui est à partir de là accusé du meurtre. En tout cas, on les soupçonne d'avoir coulé cette dalle alors que les filles sont disparues, juste après leur départ en plus. Aucun corps n'est découvert. Le couple est finalement innocenté. Ce traitement révèle aussi, c'est important, la brutalité de certaines investigations de l'époque. Quelques semaines après la disparition, des journaux nationaux évoquent pour la première fois l'hypothèse d'un enlèvement. C'est un article du Monde qui est publié en septembre 1984 qui rapporte que les recherches menées de Mâcon jusqu'à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget n'ont donné aucun résultat. Il cite, ce journal, un témoin anonyme qui aurait vu, le 29 août, 2 jeunes femmes ressemblant aux cousines discuter avec 3 hommes dans une BMW noire près de Lyon. Selon ce témoin, les femmes semblaient hésiter à monter dans la voiture. Cette information ne sera jamais confirmée, mais elle nourrit
la thèse d'un kidnapping par un groupe d'hommes qui auraient profité de l'innocence des autostoppeuses. 9 ans vont passer dans cette disparition sans avancée. En 1993, le juge d'instruction Marc Baudot du tribunal de Chambéry va reprendre le dossier qui avait été laissé en suspens. Il mandate la police judiciaire pour revisiter chaque piste. Le capitaine Jean-Yves Michelier et son collègue Patrick Magnez se lancent donc dans un travail fastidieux, celui de reconstituer le périple des cousines depuis leur départ de Liège. Ils écartent d'emblée l'idée qu'elles soient restées à Mâcon, comme ça avait été pourtant avancé à l'époque par les enquêteurs, et s'intéressent aux témoins, à ceux qui ont pu les croiser. Donc, ce Roger B, les enquêteurs le réentendent. Et là, il explique toujours pas pourquoi il a préféré donner le numéro de téléphone du bar et pourquoi ce bar en question plutôt que son numéro de téléphone. On retrouve aussi le commerçant de Saint-Laurent-sur-Saône qui les a vus, souvenez-vous, faire du stop le 23 août. On retrouve aussi l'ouvrier timide. On retrouve l'instituteur de Bassins. Le bar, il est très important, c'est vrai. Alors les policiers décident de s'y rendre. On est encore 9 ans plus tard, je le répète. Toujours situé dans la rue d'Avat. Sauf que le bar a changé de propriétaire, mais certains habitués qui sont interrogés se souviennent encore de ces années 80. Le gérant de l'époque va se souvenir de l'arrivée des 2 jeunes Belges, de leur apparence, de leur gros sac à dos. Il y a une serveuse aussi qui se remémore les avoir vus demander une chambre. Cette serveuse se souvient aussi avoir trébuché sur l'un des sacs des filles. Puis, tout le monde est d'accord, elles sont parties avec 2 hommes, dont l'un se surnommait Patrick ou Serge. En fait, ça dépendait. Des fois, il se faisait appeler Patrick et des fois, certains l'appelaient Serge. Alors, eh bien, il va falloir résoudre cette piste, en tout cas, se baser sur cette piste de ce Patrick Serge C et le mystère de la Jeep. En croisant ces informations avec les relations de Roger B, les enquêteurs identifient Serge C, surnommé Patrick. Voilà, on a enfin le fin mot de l'histoire. Ce Savoyard de 28 ans, c'est un ami de Roger B. Il a un casier judiciaire et un casier judiciaire chargé. Il a déjà été condamné pour avoir frappé un homme avec une bouteille en verre et l'avoir renversé avec sa voiture. Il vit de petits trafics, il fréquente le bar de cette rue d'Avat et a accès à la Jeep de Roger B. Lorsque celui-ci part en tournée avec son camion. Le soir du 23 août, donc le soir où les 2 cousines se trouvent dans le bar et où il y a cette proposition de les emmener quelque part avec cette Jeep, eh bien Serge C emprunte le véhicule pour les conduire. Lorsque Roger B rentre chez lui, le lendemain, le 24 août, il trouve sa Jeep accidentée et minutieusement nettoyée à l'acide. Pour quelle raison ? Les enquêteurs s'inquiètent de cette révélation. Il y a ici un geste de panique destiné à effacer des traces. La PJ perquisitionne alors la caravane de Serge C, puisqu'il vit dans une caravane dans la banlieue parisienne. L'homme tente de fuir à la vue des policiers, mais il est interpellé. Avant de partir, il dit ceci à sa compagne : « Occupe-toi bien du chien, je ne suis pas prêt de revenir. » Cette phrase est quand même mystérieuse. Pourquoi dire cette phrase si on n'a rien à se reprocher ? Lors des interrogatoires, il nie toute implication, se réfugiant dans le silence. Serge C est placé en détention provisoire, mais au bout de quelques semaines, sa tante, une célèbre chanteuse française, mandate un avocat réputé de Paris. L'avocat se déplace en avion, étudie le dossier et obtient la remise en liberté de son client, de Serge C. Ce retournement choque tout le monde. Les familles des victimes évidemment, les familles des cousines, les enquêteurs aussi. Tout le monde estime que l'on déploie plus d'efforts pour libérer un suspect que pour retrouver les disparus. Denis Bruyère, le frère de Françoise, affirme que les familles ne devraient pas avoir à se battre pour que la justice fonctionne. Avec la libération de Serge C, la procédure s'enlise. Malgré un faisceau de présomption, le juge d'instruction finit par prononcer un non-lieu en 1996. Un non-lieu qui laisse un goût amer, encore une fois, pour tout le monde. L'enquêteur de l'époque, le gendarme Jean-Yves Michelier, confie qu'il était convaincu d'avoir presque résolu l'affaire et regrette de ne pas avoir pu apporter
la vérité aux familles. Cet événement est très important parce qu'on vient peut-être de passer à côté de quelque chose de gros et surtout à côté de la vérité. D'autant que Serge C va décéder en 2020 à l'âge de 65 ans et ce décès ne permet pas d'obtenir d'aveu. Roger B, lui, est toujours en vie et continue d'expliquer qu'il a menti. Il a menti parce qu'il avait peur de représailles d'un milieu fermé violent d'Aix-les-Bains. Alors qu'est-il arrivé aux deux cousines, il est important de se pencher sur les hypothèses qui sont avancées sur cette fin tragique, puisqu'aujourd'hui on est sûr que les deux cousines ne sont plus vivantes. L'une des hypothèses avancées par les enquêteurs et d'ailleurs relayée par la presse en 2023, c'est celle d'un accident. Roger B, on l'a vu, possédait une Jeep qu'il prêtait régulièrement à Serge C. Serge C aurait emmené les cousines sur les hauteurs du lac du Bourget, comme l'avait évoqué d'ailleurs Roger B. La balade aurait mal tourné, la Jeep aurait dérapé sur un chemin de montagne, causant un accident mortel. Pris de panique, Serge C et son complice auraient alors décidé de cacher les corps et de nettoyer le véhicule. Ils auraient jeté les corps dans le lac du Bourget, l'un des plus profonds de France. Ou peut-être ils les auraient enterrés dans un endroit isolé. L'idée est cohérente avec la Jeep accidentée et nettoyée à l'acide. Une autre théorie, privilégiée par le capitaine Michelier, c'est celle d'une agression qui tourne mal. Serge C et son complice sont deux hommes violents, habitués des bars. Ils auraient proposé aux cousines de les héberger en échange d'une compensation ou de faveurs sexuelles. Lorsque les deux jeunes femmes ont refusé, les hommes se sont emportés et les auraient agressées. Dans un espace restreint, une lutte aurait pu provoquer leur décès accidentel ou volontaire. Les corps auraient ensuite été dissimulés, peut-être dans un puits, dans un ravin ou, encore une fois, dans le lac. Cette version expliquerait certains silences des témoins par la peur des représailles et l'omerta du milieu. Autre hypothèse rapportée par les médias, un lien avec l'affaire des disparus de l'A6. Un ensemble de meurtres et de disparitions survenus dans les années 80 et 90 autour de l'autoroute A6 entre Lyon et Paris. Il faut rappeler aussi parmi ces hypothèses qu'il y a ce témoin anonyme qui a affirmé avoir vu les deux jeunes femmes parler à trois hommes dans une BMW près de Lyon le 29 août. Cette information non vérifiée alimente encore une fois l'idée d'un rapt par un groupe criminel. Mais aucune suite n'a été donnée à cette information. Pendant près de 4 décennies, les parents de Françoise et de Marie-Agnès ont cherché la vérité. Michel Bruyère, le père de Françoise, un homme à la fois humble et volontaire, s'est engagé corps et âme pour faire avancer l'enquête. Il a participé à la création de Child Focus, une organisation belge dédiée aux enfants disparus. Il a pris part à de nombreuses campagnes de sensibilisation. Il a multiplié les apparitions dans les médias pour rappeler que l'affaire n'est pas un simple fait divers, mais le drame de deux familles qui veulent enterrer leur fille. Il va mourir en 2022 sans savoir ce qui est arrivé à Françoise. Son épouse, elle, Angèle, décède également quelques années plus tard, usée par l'attente. Le père de Marie-Agnès, quant à lui, décède plus tôt encore sans avoir eu de réponse. Denis Bruyère, le frère aîné de Françoise, devient, vous l'avez compris, la voix des familles. Il accorde des interviews pour faire vivre la mémoire de sa sœur et de sa cousine. Il critique le manque de moyens des premières enquêtes et dénonce l'influence que certains criminels ont pu avoir pour échapper à la justice. Les familles et les enquêteurs soulignent aussi le contexte de l'époque. En 1984, les téléphones mobiles n'existaient pas, les autostoppeuses ne pouvaient pas être localisées et il est difficile de savoir où elles ont appelé. La police scientifique en est encore à ses balbutiements, pas d'ADN exploité, peu de traces exploitables, pas d'outils de géolocalisation. Et lorsque l'enquête est relancée 9 ans après, il est pratiquement impossible de retrouver des traces sur la Jeep nettoyée à l'acide ou de vérifier les pistes physiques. Jean-Yves Michelier, l'enquêteur de l'époque, estime qu'avec les techniques actuelles, c'est-à-dire les empreintes digitales, l'ADN, la téléphonie, l'affaire aurait été résolue. Récemment, en février 2026, le pôle Cold Case de Nanterre annonce qu'il reprend officiellement le dossier de Françoise et de Marie-Agnès. Des témoignages seront à nouveau analysés. Les experts comptent interroger les témoins survivants, comprendre pourquoi la procédure de 1996 a été interrompue et rechercher d'éventuels restes dans des zones qui n'avaient pas été fouillées, notamment autour du lac du Bourget et des montagnes voisines. Cette décision, évidemment, offre un espoir.
Jean-Yves Michelier, aujourd'hui à la retraite, continue d'affirmer que même si plusieurs témoins sont morts, les langues d'autres personnes peuvent encore se délier. Virginie Bluzet, Le secret de Beaune. Parlons maintenant de l'affaire Virginie Bluzet, l'un des cold cases les plus emblématiques de France. Née en 1975, Virginie est la benjamine d'une famille de 10 enfants dans un foyer modeste de Beaune. Son père, Michel Bluzet, est chauffagiste, sa mère élève la fratrie avec un sens aigu du partage et de la solidarité. Dans cette maison, où les places à table sont comptées et où chacun doit élever la voix pour se faire entendre, Virginie apprend au fur et à mesure à s'imposer. Les proches la décrivent comme étant une jeune femme au large sourire, aux cheveux longs et blonds, au regard volontaire et au caractère affirmé. On la voit sur les photos arborer cette chevelure lumineuse, un visage au dessin délicat et un regard perçant qui la rendent reconnaissable entre mille. Malgré sa jeunesse, elle travaille dans une usine de conditionnement et participe au budget familial. Elle ramène de l'argent à la maison. Elle aime sortir avec ses amis, elle aime écouter de la musique, aller danser à la discothèque Tropicana à Torcy, sans pour autant mener une vie dissolue. Virginie, c'est une fille sociable qui a confiance en elle, mais qui, selon sa famille, ne suivrait pas n'importe qui sans réfléchir. Et ça, c'est un élément crucial pour comprendre la suite. C'est important dans cette histoire de marquer aussi le contexte. La famille Bluzet vit dans une région qui est marquée par une série de disparitions de jeunes femmes. Depuis 1984, entre Mâcon, Chalon-sur-Saône et Montceau-les-Mines, une douzaine de victimes, parmi lesquelles les cousines belges Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, on vient d'en parler, Christelle Blétry, Nathalie Mayer, Vanessa Thiellon ou encore Anne-Sophie Girolet. Toutes ont disparu ou ont été retrouvées mortes. Cette accumulation a donné naissance à la fameuse expression « les disparus de la 6 » et a engendré l'idée d'un tueur en série rôdant possiblement le long de cet axe. C'est dans ce climat anxiogène, où les parents de jeunes filles s'inquiètent dès qu'une sortie se prolonge, que la disparition de Virginie va être vécue. Nous sommes le 7 février 1997, c'est le début d'un vendredi banal. Après sa journée à l'usine, Virginie passe chez ses parents, elle échange avec sa mère quelques plaisanteries, elle planifie son week-end et part se préparer pour la soirée. Il fait froid ce jour-là, la neige commence à tomber, mais les jeunes de Beaune ne renoncent pas à sortir pour autant. Virginie retrouve ses amis au centre-ville de Beaune, elle prend un verre dans un bar et retrouve son petit ami, un homme dont la réputation de caïd local le précède. Très vite, la tension monte entre les deux. Des témoins évoqueront plus tard une dispute bruyante dans la rue ce jour-là. Selon les témoins présents sur place, il s'agirait d'une scène de jalousie, c'est en tout cas ce que dit un témoin, et un autre témoin dit qu'il s'agissait plutôt d'un désaccord sur la suite de la soirée. Le couple est vu en tout cas montant dans une voiture. Certains parlent d'un 4x4 sombre, d'autres d'un véhicule ordinaire. Ce détail sur la nature du véhicule deviendra l'un des ressorts des rumeurs locales, alimentant l'idée d'un grand moustachu conduisant une grosse voiture qui aurait abordé Virginie. Mais on va y revenir. À partir de ce moment-là, la chronologie se brouille, ses amis ne la voient plus revenir. Dans les années 90, on ne dispose ni de caméras de surveillance, ni de téléphone portable. Il est donc impossible de retracer avec précision son itinéraire, et cette absence de repères visuels constitue l'une des grandes difficultés de l'enquête à venir. Lorsque Virginie ne donne pas signe de vie le lendemain, la famille s'inquiète. Michel se dit d'abord que sa fille a dû dormir chez une amie. Le problème, c'est qu'il va commencer à paniquer lorsqu'elle ne se présente ni à la maison, ni à l'usine, ni au déjeuner familial. Il se rend à la gendarmerie et signale sa disparition. Les gendarmes, sensibilisés par la série de disparitions, prennent l'affaire au sérieux. Parce qu'il y a quand même, on en a parlé, beaucoup de disparitions ou de meurtres dans la région. Ils lancent des recherches. Durant 5 semaines, aucun indice ne permet de localiser Virginie. Des battues sont organisées, des rumeurs circulent, mais l'hiver avance sans révélation. C'est alors que le 17 mars 1997, un homme qui promène son chien le long des berges de la Saône, près du hameau du Petit Chauvor,
à Verdun-sur-le-Doubs, repèrent un corps à demi immergé dans l'eau. Les enquêteurs arrivent sur place et font une découverte terrible. La dépouille est attachée avec des menottes, la tête recouverte d'une tête d'oreiller et la bouche est bâillonnée. Les vêtements et les bijoux permettent d'identifier formellement Virginie. L'autopsie relève très peu d'eau dans les poumons, ce qui indique que la jeune femme a été tuée avant d'être jetée dans le fleuve. Le corps porte des traces de coups, de possibles strangulations et d'entraves, mais l'état de décomposition avancé empêche d'affirmer les circonstances exactes de la mort. La date du décès est estimée aux environs du 6 ou du 8 février, confirmant que Virginie a été assassinée la nuit de sa disparition. Pour les gendarmes, le premier suspect logique, c'est le dernier homme à avoir été vu avec Virginie, le petit ami. Il est placé en garde à vue, interrogé et confronté à plusieurs témoins. Il reconnaît la dispute, explique qu'il l'a déposée dans la rue et qu'il est parti seul. Les enquêteurs fouillent sa voiture, examinent son domicile, recherchent des traces de sang ou de lutte, mais rien ne permet de prouver qu'il a tué Virginie. Faute d'éléments matériels, le juge d'instruction prononce un non-lieu en 2002. Cette décision sera vécue comme une injustice par Michel Bluzet, qui reste convaincu que le petit ami est à l'origine de la mort de sa fille. Pendant que les enquêteurs se concentrent sur le jeune homme, d'autres rumeurs fleurissent dans les environs. Des témoins disent avoir vu un grand homme moustachu, d'autres évoquent un quadragénaire à l'allure athlétique conduisant un 4x4 sombre. On imagine un prédateur profitant de la dispute pour proposer peut-être à Virginie de la raccompagner. Cette hypothèse d'un crime opportuniste prend de l'ampleur, mais faute de plaque d'immatriculation ou de description précise, elle ne conduit à aucun suspect. D'autres personnes parlent d'un accident. Virginie serait montée dans une voiture pour une balade nocturne, il y aurait eu un accident et le conducteur aurait maquillé l'événement en meurtre par peur des conséquences. Mais aucune preuve aussi ne vient corroborer cette théorie. Au tournant des années 2000, la France est marquée par les révélations sur plusieurs tueurs en série. L'ogre des Ardennes, Michel Fourniret, est arrêté en 2003 après avoir enlevé et assassiné plusieurs jeunes femmes. En Bourgogne, les familles des disparus de la 6 demandent à la justice de vérifier si ces déplacements ont pu croiser celui de Virginie. Les magistrats examinent ses trajets, interrogent son ex-femme, Monique Olivier, mais aucun indice ne relie Fourniret au meurtre. Une piste plus locale émerge lorsqu'en 2017, Pascal Jardin, un ancien chauffeur routier originaire de Saône-et-Loire, est condamné pour le viol et le meurtre de Christelle Blétry, tuée en 1996 à Blanzy. Les familles remarquent des similitudes. Virginie et Christelle fréquentaient la même discothèque. Leurs corps ont été retrouvés bâillonnés et entravés. Et cet homme a déjà agressé plusieurs jeunes filles dans cette région. L'avocat de la famille demande la comparaison de l'ADN de cet homme avec les traces trouvées dans les scellés Bluzet, notamment une petite tache de sang sur le bâillon. La justice n'a pas encore effectué cette comparaison, ce qui nourrit encore aujourd'hui la frustration des proches. L'une des particularités de cette affaire est l'importance accordée aux scellés. En 1997, les techniques de prélèvement et d'analyse génétique ne sont pas aussi avancées qu'aujourd'hui. Néanmoins, les gendarmes récupèrent la tête d'oreiller, le bâillon et les menottes. Sur le bâillon, un examen plus tardif révèle donc une tache de sang qui pourrait appartenir à l'agresseur. Pendant longtemps, cette piste reste inexploitable parce que les tests ADN de l'époque nécessitent des échantillons plus frais et plus volumineux. L'échantillon a séjourné plusieurs semaines dans l'eau et plus de 10 ans dans une armoire, ce qui l'a dégradé forcément. Lorsque l'affaire est relancée en 2010, il y a des analyses qui sont tentées mais ne donnent pas de résultats. Michel Bluzet ne perd pas espoir. Il affirme qu'il croit au progrès de la science et qu'un jour, une technologie de généalogie génétique, comme celle utilisée aux États-Unis, pourra peut-être identifier le profil de l'agresseur, de l'assassin de sa fille. L'espoir des familles renaît en 2023 avec la création du Pôle national des crimes sériels et non élucidés, le PCSNE à Nanterre. Cette structure innovante regroupe des magistrats, des criminologues et des experts en génétique pour reprendre systématiquement des dossiers anciens. Suite aux demandes de l'association Christelle et de Michel Bluzet,
La Cour d'appel de Dijon accepte de transférer le dossier de Virginie au PCSN. Le pôle Cold Case promet d'utiliser des méthodes modernes, recoupement de bases de données, exploitation de la généalogie génétique, vérification d'alibi grâce à des outils numériques et audition de témoins qui n'avaient pas été entendus. Il doit également étudier des hypothèses jamais explorées comme la possibilité que Virginie ait été victime d'un réseau criminel ou d'un individu de passage. Les avocats de la famille mettent en garde cependant contre le manque de moyens du pôle, mais insistent pour que les nouvelles pistes soient enfin étudiées. Depuis 29 ans, Michel Bluzet porte l'affaire à bout de bras. Après le non-lieu de 2002, il aurait pu baisser les bras, d'autant que sa femme est décédée sans connaître la vérité. Au contraire, il s'est rapproché de Jean-Paul Maire et de Frédéric Blétry, père de Christelle, pour former un front commun. Ensemble, ils créent des affiches, organisent des marches, rencontrent des élus pour demander le renforcement du fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, et multiplient les interventions médiatiques. Ce combat dépasse le cas de Virginie. Dans la région, on évoque régulièrement la fausse noyée du hameau du Petit Chauvor, c'est comme ça qu'on appelle cette affaire, et d'autres histoires similaires évidemment. Les familles se disent qu'il existe peut-être un lien entre ces affaires, qu'un même individu a pu sévir à plusieurs reprises ou que des circonstances géographiques et sociales ont favorisé ces crimes. Les autorités, de leur côté, restent prudentes. Si des similitudes apparaissent, elles rappellent aussi que la plupart des crimes de l'époque ont finalement été commis par des auteurs différents. Malgré les efforts des enquêteurs et des familles, plusieurs hypothèses non prouvées continuent aujourd'hui de circuler. La première, c'est le crime passionnel. Le petit ami connu pour son tempérament jaloux aurait tué Virginie lors d'une dispute et aurait maquillé la scène en enlèvement. Le prédateur de passage, un homme inconnu aurait profité de la dispute pour proposer à Virginie de la raccompagner. Ce prédateur pourrait être un routier ou un voyageur qui a ensuite quitté la région. L'accident maquillé, une piste beaucoup plus marginale qui évoque un accident nocturne dans lequel Virginie aurait trouvé la mort. Par peur des conséquences, le conducteur aurait ligoté son corps et l'aurait jeté dans la Saône en espérant qu'il ne soit jamais découvert. Mais la mise en scène du corps, les menottes, le bâillon et la date exacte de la mort rendent cette hypothèse peu plausible. L'affaire Virginie Bluzet est emblématique parce qu'elle met en lumière les limites de la justice lorsque les preuves matérielles manquent et que les témoins se taisent, tout en montrant que la détermination des proches peut faire évoluer les choses des décennies plus tard. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'est vrai que cet axe de l'autoroute A6 hante encore aujourd'hui les familles et les passionnés de true crime. Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires à mettre dans ce qu'on appelle encore une fois les disparus de A6. Ça mériterait peut-être de faire une vidéo encore plus longue sur toutes ces disparitions, tous ces meurtres qui sont intervenus sur cet axe Paris, Mâcon, Lyon. À vous de me dire ce que vous pensez de ces histoires. Je voudrais juste notifier que je me suis beaucoup inspiré notamment pour la première histoire d'un article très bien fait sur un site internet qui s'appelle shortandstories.com qui est revenu en détail sur la double disparition donc des deux cousines. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de photos pour illustrer cet article et il y a beaucoup d'informations que j'ai trouvées dans cet article. N'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets tout ça en description de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!